Donc on reprend la deuxième partie et on s'était arrêté pour mémoire à l'ETC Shadow. On avait trouvé, si je vous dis pas de bêtises, le mot de passe qui était 1, 2, 3, 4. On va passer au single mode. Donc, qu'est-ce que le single mode? Eh ben, c'est un mode qui permet de craquer toujours avec notre ami John, mais il est un petit peu plus spécifique. Donc, plus précisément, donc jusqu'à présent, nous avons utilisé le mode de liste de mots, ce qu'on appelle les word lists, on est d'accord, pour gérer le forçage brutal et simple, mais qui n'était pas si simple en fait, hein. On a vu qu'il fallait comprendre les arguments, comment utiliser l'outil et quels étaient les différents algorithmes. Donc ça demande quelques bases. Mais John, en fait, il a également un autre mode qui s'appelle le mode single crack. Dans ce mode, en fait, John utilise uniquement les informations fournies dans le nom d'utilisateur pour essayer de trouver des mots de passe possibles de manière heuristique. Heuristique, donc, c'est on va analyser le comportement, le fonctionnement, en modifiant légèrement les lettres et les chiffres contenus dans le nom d'utilisateur. Imaginons que j'ai mon utilisateur Toto, eh ben, je vais lui demander des variations à partir de Toto. Il va par exemple tester Toto 1, Toto 2, Toto 3, Toto 1, 2, 3, et il va essayer de remplacer les O, par exemple, par des zéros. Ça va faire T0, T0, 1, 2, 3. T0, T0, 1, 2. Vous avez compris où je voulais en venir. Donc, hmm, c'est une gestion plus fine des mots de passe et on va lui demander de puncher, comme on dit, on va lui demander en fait de calculer des possibilités de mots de passe à partir des variations d'un nom d'utilisateur, comme je vous le disais. Donc ça passe par quoi? Ça passe par la déformation des mots. Et si par exemple je prends un autre exemple, je prends un exemple qui s'appelle Marcus, eh ben certains mots de passe possibles pourraient être, comme je vous l'ai dit, Marcus 1, Marcus 2, Marcus 3. Je peux utiliser les M, A, R de Marcus, je vais les mettre en majuscule. K, U, S, ben, je vais mettre ça en minuscule. Je vais tester Marcus dollar. Je vais essayer Marcus étoile, Marcus point d'exclamation, etc., etc., etc. Donc cette technique, ça s'appelle en fait la mutilation. Alors je sais que ça c'est un peu bizarre, mais c'est ce qu'on appelle les mangling rules. En fait, mangling en anglais c'est la mutilation. En même temps, on utilise John Leventra. Donc je pense qu'on reste dans le contexte et dans la sémantique. Donc cette mutilation, cette technique de mutilation en fait des mots, bah, en gros John construit son propre dictionnaire qui est basé sur les informations dont il a été alimenté et utilise des règles, ce qu'on appelle des règles de déformation, mangling rules. Et en gros, on va voir ce que sont les masques et comment on peut définir des règles et des masques. Et en fonction de ça, eh ben, on va pouvoir générer une liste de mots basés sur des facteurs pertinents pour la cible qu'on essaye de craquer. Donc cela exploite la façon dont les mots de passe en fait médiocres peuvent être basés sur des informations sur le nom d'utilisateur ou sur les services qui se connectent, ce qu'on appelle le GCOS. L'implémentation par John de la manipulation de mots est également compatible avec les champs GECOS du système d'exploitation unique et d'autres systèmes d'exploitation de type Unix, donc les Linux. Alors, que sont les GECOS? En fait, rappelez-vous de la dernière charge où nous regardions les entrées dans ETC Shadow et ETC PassVD. Eh bien, si vous regardez de plus près, en fait, vous pouvez voir que chaque champ est séparé par des points, par deux points même. Chacun de ces champs dans lesquels ces enregistrements sont divisés, eh ben, on appelle ça des champs GECO. John peut prendre des informations qui sont stockées dans ces enregistrements, tels que le nom complet, le nom du répertoire personnel, pour les ajouter à la liste de mots qu'il va générer lors du craquage DHH ETC Shadow et avec le mode de crack en fait simple. Donc pour utiliser le mode de crack simple, nous utilisons à peu près la même syntaxe que celle que nous avons utilisée jusqu'à présent. Euh, Par exemple, si nous voulons déchiffrer le mot de passe de l'utilisateur nommé Mike en utilisant le mode unique, nous utiliserons John
single, format égale, donc avec le format et le chemin du fichier, single. Cet indicateur indique à John que vous souhaitez utiliser le mot de craquage de hachage unique. L'exemple est ici. Donc single. Et le single, eh ben, c'est pour spécifier qu'on utilise, le hachage unique. Un exemple, on va taper John, single, format, je veux du raw SHA-256, et le fichier, toujours, qu'on veut craquer. Pardon. Euh, et une note sur les formats en single crack. Si vous craquez des hachages en simple crack, en fait, vous devez changer le format de fichier que vous fournissez à John pour qu'il comprenne en fait les données à partir desquelles créer une liste de mots. Pour ce faire, ajoutez le hachage avec le nom d'utilisateur auquel il appartient. Donc selon l'exemple ci-dessous, on va utiliser ceci. Donc ça c'est notre hash. Je sais que l'utilisateur c'est quoi? C'est Mike. Et je vous ai dit, on sépare tout le temps avec nos deux points. Utilisateur, deux points, nom du hash. Et à partir de là, il va nous générer une liste custom, une word list custom, et faire son attaque par dictionnaire. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est bien beau d'expliquer tout ça, mais le plus intéressant c'est de pratiquer. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais télécharger un nouveau hash et on va venir l'exploiter. Donc on va faire une attaque par mutilation. On va voir en quoi ça consiste. Donc là, vous avez le résultat. J'ai déjà répondu à l'exercice avant de vous abandonner hier. Et on reprend. Donc on sait là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh ben, que l'utilisateur s'appelle Joker. Ok, on va demander une variation Joker. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre Joker, je vais mettre deux points et je vais mettre le hash. Le hash, il est contenu dans mon fichier h7.txt. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, on reprend toujours réflexe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vérifier l'algorithme de chiffrement avec notre ami HID, Identifier. Donc, je sais qu'il est dans téléchargement. Ok. Je vais le déplacer. Je fais un sudo mv h. Ok, txt, tu me le mets dans le répertoire dont on bossait dans la précédente vidéo. Ok, maintenant je vais dans mon dossier qui m'intéresse, avec tous les hash, et là j'ai mon h7 qui est apparu, et j'ai toujours ma liste Rockview. Pour l'instant, elle va pas nous servir. Justement, là, on va apprendre à utiliser des dictionnaires custom, comme on dit, des word lists custom. Donc, premier réflexe, je vais faire un hash identifier. Je vais faire un... Est-ce qu'il me le prend? Pas sûr qu'il me le prenne, mais je vais essayer. Non, il va pas me le prendre. Donc c'est pas grave. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et on va voir un petit peu ensemble le résultat. Donc je vais faire un 4 sur mon h, 7.txt. Ok, je l'ai là. Et donc là, il nous dit quoi? MD5. Parfait. Donc maintenant, on va forcer le MD5. On sait que c'est du raw MD5. Et on va voir comment on peut le péter. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Il va falloir que je me crée quand même... je modifie le hash en fait. Je vais faire un sudo nano h.txt. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout simplement, j'ajoute l'utilisateur, je mets mes deux points, CTRL-O, je sauvegarde, CTRL-X, je quitte. Ok, maintenant on peut bosser. John. Donc, maintenant on va mettre notre single mode. Il est là, il est activé via ce paramètre. On va mettre toujours notre format, rien ne change. On veut du raw MD5, on a dit, pardon. Et je veux quoi? Je veux mon fichier h7.txt.
Donc là, eh ben, on voit bien qu'il le trouve. Ce qui est plutôt marrant, c'est qu'il nous demande pas. Là, pour une fois, il nous l'affiche. Je sais pas pourquoi. Ça dépend des modes en fait. Donc là, on l'a trouvé, mais on peut, si on veut, quand même faire notre John. On veut quoi? Bah, le fichier h7.txt. Il nous l'a décrypté. On veut qu'il nous le montre chaud, et on remet le format qu'on a vu. Donc, on parle de RAW MD5. Et là, il nous dit, bah pareil, vous voyez que c'est redondant, mais c'est pas grave. Donc, le mot de passe, c'était bien Joker. Donc là, c'est notre mot de passe. Donc ça, c'était le single crack mode avec les fameux GECOS. Ça, il va falloir comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et je vous parlais de la fameuse séparation de points. C'est pour ça d'ailleurs que quand euh, on était sur notre exercice juste avant, je vous ai dit, basez-vous sur les 2 points et pas le reste. Quand il vous donne un résultat, on avait vu que le 1, 2, 3, 4 était entouré de 2 points. C'est ce qui nous permet de faire la délimitation au niveau des fameux GCOS. GCOS, je sais pas comment on prononce. Maintenant, on va voir les custom rules. Alors, qu'est-ce qu'une règle? En fait, donc maintenant qu'on a avancé un petit peu plus et qu'on est un peu plus à l'aise, j'ai envie de dire, avec notre ami John, on va voir le principe des règles et des masques. Donc là, on a vu le single crack. Maintenant, on va voir les règles custom, personnalisées. Donc la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut définir notre propre ensemble de règles que Jean utilisera, John en fait, mais c'est John, c'est Jean, pour créer dynamiquement des mots de passe. Ceci est particulièrement utile lorsque vous en savez plus, pardon, sur la structure des mots de passe de votre cible. Donc, on peut utiliser des attaques par mutilation, mais on peut également faire des règles custom. Donc, il y a des règles custom qu'on appelle en fait, euh, qui sont communes. Excusez-moi. Donc ça consiste en quoi? De nombreuses organisations auront besoin d'un certain niveau de complexité de mots de passe pour tenter de lutter contre les attaques par dictionnaire. En effet, si vous êtes une entreprise, eh ben, il vaut mieux avoir ce qu'on appelle une politique de mots de passe, enfin, au niveau des séquestres des mots de passe, qui soit complexe, qui demande un niveau de complexité. Ça, dans la plupart des systèmes d'exploitation, vous pouvez définir si l'utilisateur, pardon, va rentrer un mot de passe complexe ou non. Donc, ce qui signifie que vous créez un compte en fait quelque part. Vous allez créer un mot de passe et bah, par exemple, on va rentrer l'exemple là, Polo password. Vous pouvez recevoir un invité vous indiquant que les mots de passe doivent contenir au moins l'un des éléments suivants. Une lettre capitale, un nombre, un chiffre, un symbole, euh, un caractère spécial. Et là, il nous dit que c'est bon. En effet, la plupart des sites mail, lorsque vous créez un compte, c'est exactement ce qu'on vous demande. Si vous mettez Toto 1, 2, 3, il va vous dire 1, 1, c'est trop court. Vous mettez une majuscule Toto 1, 2, 3, il va vous dire ah super, il y a une majuscule, il y a des minuscules, il y a des chiffres, un nombre, mais c'est trop court. Moi je veux 8 caractères minimum. Et donc pourquoi? Bah parce que malheureusement ou heureusement, c'est pour votre bien, c'est pour sécuriser un tant soit peu le site web, la base de données, et que vos mots de passe ne filtrent pas dans la nature. Donc, cependant, on peut exploiter en fait le fait que la plupart des utilisateurs sont prévisibles, malheureusement, dans l'emplacement de ces symboles. Pour l'écriture situ, de nombreux utilisateurs utiliseront quelque chose comme qui suit. On va utiliser, bah ouais, Polo, password 1, 2, 3, ou Polo, password 1, point d'exclamation. Et moi-même, euh, bah, ça m'arrive de le faire. Du coup, je pense à ça et je modifie la complexité de mes mots de passe. Sachant que la meilleure façon de gérer ces mots de passe, si vous faites confiance à l'application, parce qu'encore une fois, vous donnez tous vos mots de passe à une personne tierce, eh ben, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Et là, bien sûr, vos mots de passe seront chiffrés déjà de 1 et de 2. Automatiquement, vous vous connecterez à vos sites avec des mots de passe complexes que vous n'aurez pas à retenir parce que ça sera votre gestionnaire de mots de passe, pardon, qui le fera. J'ai du mal.
Et le problème, c'est que encore une fois, est-ce que vous faites confiance de donner tous vos mots de passe à une société que vous ne connaissez pas en fait, hein? Alors bien sûr, il peut y avoir un nombre d'utilisateurs super important, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir une confiance totale dans la personne à qui vous donnez vos mots de passe. Moi, honnêtement, je préfère faire à l'ancienne. Euh, Quand je suis à la maison, j'ai un petit bloc-notes avec tous mes mots de passe. Et je peux les rendre complexes à la volée. Et je les donne pas aux GAFAM, je les donne pas à une société américaine, chinoise ou russe, parce que bah voilà, je fais pas confiance. Et le principe en OPSEC, en opération de sécurité, en fait, de la sécurité, on part du principe que il faut faire confiance à personne. C'est un monde de paranoïaques. Mais en cybersécurité, vous ne pouvez pas faire confiance à un tiers, à un sous-traitant, à qui que ce soit. Là, dernièrement, je peux vous donner un exemple. C'est via des sous-traitants, en fait, hein, et la supply chain, comme on dit, donc la chaîne logistique, que FireEye et Solar Wind s'est fait pirater. Deux grosses sociétés qui travaillaient pour le renseignement, qui travaillaient pour le gouvernement fédéral américain, qui travaillaient pour le secteur militaire, pour les plus grosses boîtes comme Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing. Eh ben, ils se sont fait péter leurs cyberarmes, ils se sont fait péter toute leur base de données. Pourquoi? Parce que il y avait un sous-traitant, malheureusement, qui avait des systèmes d'information qui étaient faillibles, et les hackers ont fait une APT sur le système. Et en fait, ils ont installé une sorte de porte dérobée qui, lorsque les clients installaient eh ben, la mise à jour du sous-traitant, qui était un module dans le logiciel, dans la suite de logiciels vendus à tous les clients de ces deux boîtes, eh ben en gros, il y a un virus qui s'installait dans le système, qui restait inactif pendant quelques temps. Et quand l'utilisateur rentrait certains mots-clés, eh ben là, il se déclenchait. Et là, il y avait une sorte de bombe logique qui communiquait en fait vers l'extérieur, vers un centre de command and control, et qui lançait une cyberattaque. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait péter, et c'est le top du top en termes de cybersécurité. Donc les meilleures sociétés américaines viennent de se faire pirater. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un maillon faible, je vous l'explique. Et là, en l'occurrence, c'était quoi? Bah, c'était un sous-traitant. Donc, partez du principe, pourquoi je vous parle de tout ça? Ça n'a rien à voir avec le cracking de mot de passe, mais juste pour dire que sur Internet, on ne peut pas faire confiance. Vous ne pouvez faire confiance à personne. Surtout pas au système d'exploitation qui tourne. Le meilleur exemple, c'est Windows 10. On sait que vous vous faites espionner, en fait, hein. À moins de le débloquer, et de toute façon, il y aura des backdoors installés sur vos cartes mères par Intel, par AMD, puisqu'ils travaillent avec les services de renseignement. Faut pas se voiler la face. Je vous ai toujours dit, la technologie informatique est issue du secteur militaire. Donc les militaires veulent garder une main sur le cyberespace, sur vos composants, et il y aura des portes dérobées sur vos disques durs, sur le secteur d'amorçage. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais partez du principe que votre ordinateur n'est jamais sûr. Il n'est jamais sûr. À tout moment, vous pouvez être espionné, et il peut y avoir une porte dérobée. Et comment dire, le fait d'être invulnérable, surtout quand on a une connexion internet fibre qui est connectée, mais peu importe, vous ayez de la DSL, mais votre ordinateur est constamment connecté à internet, à moins que vous débranchez le câble Ethernet et coupiez le Wi-Fi. Et à partir de là, bah, on peut scanner votre machine, on peut scanner les ports, on peut l'attaquer. Que ça soit les services de renseignement, des sociétés qui ont beaucoup d'argent, qui veulent faire du renseignement opérationnel sur votre petite personne, ou que ça soit bah, des mafias, des groupes de hackers qui font ça avec des black hats, et qui vont aller pirater votre ordinateur pour faire rebondir, faire des attaques de botnet, du DDoS, et j'en passe et des meilleurs. Donc je m'arrête là, mais on voit grosso modo un peu comment ça fonctionne. Donc, comme je vous disais, faire confiance à personne, et surtout à partir de votre utilisateur, on peut utiliser ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des motifs récurrents au niveau de la complexité de vos mots de passe, les symboles, les lettres, les majuscules, et ne serait-ce qu'un exemple. Ok, il y a un data breach, une brèche dans une base de données d'un site important. Imaginons que, allez, un exemple, hein, Twitter se fait péter sa base de données avec des milliards d'utilisateurs. Quand bien même ils n'arrivent pas à accéder aux données chiffrées des mots de passe. Et ils arrivent à récupérer en clair le nom de l'utilisateur grâce à des custom rules.
comme on va voir, eh ben, si je sais que vous vous appelez Polo, eh ben, je vais pouvoir justement faire une variation avec un dictionnaire hybride via des custom rules pour essayer d'attaquer. Et comme je vous disais, malheureusement, on est comme ça, c'est la nature humaine. Les mots de passe, c'est chiant à retenir et très souvent, soit on utilise les mêmes, soit c'est une simple variation de l'utilisateur, plus quelques lettres, plus quelques chiffres, plus quelques caractères spéciaux. Et la plupart des gens, généralement, ils n'utilisent pas une longueur de mot de passe qui est très très longue. Donc ça va faciliter le travail et ça va réduire le temps pour craquer leur mot de passe. Donc ça, tout dépend en fait de la complexité, hein, de la complexité, mais plus ça sera chiant pour vous à rentrer le mot de passe, plus ça sera compliqué pour ceux qui veulent vous attaquer pour craquer le mot de passe. Donc c'est un mal pour un bien en fait. Ça, il faut bien le comprendre et surtout en entreprise. Il faut vraiment qu'il y ait. Après ça, c'est au niveau des DSI, enfin du DSI, mais faut qu'il y ait de la sécurité au niveau des systèmes d'information et ça passe par les séquences des mots de passe, renouvellement des mots de passe réguliers tous les mois, toutes les 3 semaines sur les machines. euh, Pareil, mot de passe complexe et que vous ne pouvez pas réutiliser. Pourquoi? Parce que ça va faciliter le travail des attaquants. Donc moi, c'était ces règles qu'on appliquait quand je travaillais dans le secteur de la défense. Après, malheureusement, il y a plein de boîtes qui s'en foutent, qui prennent ça à la légère, et elles vont faciliter le travail pour les cyberattaquants. Donc comment on fait ces fameuses custom rules, ces règles custom? Eh ben en fait, on a un fichier conf, conf configuration, hein, point .conf. Dès que vous voyez un point .conf sous Linux, c'est un fichier de configuration. C'est aussi simple que ça. Et oui, il y a un fichier de configuration pour John. Et il se trouve généralement dans etc John conf. Si par contre vous avez utilisé un gestionnaire de paquets, donc c'est le cas pour moi, j'utilise APT, qui est mon gestionnaire de paquets, ou si jamais vous avez construit à partir de la source, vous avez compilé le code source en faisant un make, et ben généralement il se trouve dans OPT. Donc on va voir un peu la syntaxe de ces règles perso, custom rules, en utilisant l'exemple du dessus et voir un petit peu comment on va faire varier les patterns pour essayer d'attaquer notre cible. Donc, il faut savoir qu'il y a une granularité, c'est ce qu'on dit, au niveau du contrôle. Ça va se faire de façon étape par étape et on peut en effet avoir beaucoup de possibilités, beaucoup de paramètres qu'on va pouvoir utiliser pour affiner la granularité au niveau de la définition de nos règles. Donc, je vous mettrai en ressource, il y a un excellent wiki, OpenWall, où on va voir toutes les règles, mais il y en a énormément. Donc, c'est pareil. Encore une fois, je vous donne du travail, mais voilà, vous allez. Donc, ce principe, on appelle ça soit des règles, soit on appelle ça des masques. Mais c'est exactement pareil. Le masque va permettre de faire comprendre à plein de. Donc là, je vous parle de John, mais il y a H4, il y a d'autres logiciels comme Hydra, où on va pouvoir lui demander, via des arguments, en fait, via ses masques, via ses règles personnalisées, d'affiner, en fait, l'attaque, tout simplement. Donc là, on peut lui demander, par exemple, qu'il soit pas case sensitive, on peut lui dire utilise que 8 bits, euh, il y a énormément d'options. Utiliser que les possibilités de 0 à 9, de A à Z, la longueur en bits, on peut lui demander. On peut choisir la longueur, les variations, si on utilise des caractères spéciaux, j'en passe, et des meilleurs. Donc ça, en fait, ça, ce sont des règles personnalisées. Par contre, ça, ce que je vous disais, ça s'appelle un masque en cracking. Là, on va utiliser un masque, et le masque, il est quoi? Eh ben, c'est point d'exclamation C. Et ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'il va tester d'abord en minuscules et ensuite des variations en majuscules. Donc imaginons que là c'était polo, et ben il va tester polo minuscule, polo majuscule. Et en combinant ces masques, parce que vous pouvez en effet les combiner, c'est pour ça qu'on parle de granularité, plus vous allez ajouter, additionner, concaténer des masques, plus les variations vont être importantes et utiles. Puisque le but, si vous connaissez bien votre cible, vous pouvez travailler uniquement, par exemple,
sur des lowercase ou des uppercase, donc minuscules, majuscules, ça va réduire considérablement le temps d'attaque, mais à l'inverse, ça va augmenter les chances que vous ne trouviez pas le mot de passe. À l'inverse, plus vous allez utiliser ou utiliser carrément tous les masques, plus vous allez faire des variations complexes dans votre dictionnaire custom, avec ces règles custom, plus ça mettra du temps. Parce que bien sûr, il y aura énormément de variations. Et donc, comme je vous ai dit, le temps, le temps est accru à cause de quoi? De la variation de ces masques, de ces règles personnalisées. Minuscules, majuscules, des chiffres, des caractères spéciaux et la longueur en bits. Tout ça va faire que ça va prendre énormément de temps. En effet, si on teste tous les A, ça va. Si on doit tester 35 lettres, ça va être tout de suite plus compliqué. Donc on voit des commandes simples, comment modifier même les chaînes de caractères, les fameux strings. Donc ça, on va le voir plus tard, c'est vachement utile. Le, et en fonction des langues aussi, hein, parce que chaque langue a ses spécificités. Vous allez craquer le mot de passe d'une cible anglo-saxonne, c'est une chose. Si vous utilisez, par exemple, une cible française, les Français, ils ont quoi? Ils ont des caractères spéciaux. Le meilleur exemple, c'est, il y a le chapeau, il y a le et accent aigu, il y a le et accent grave, pareil pour le a. Donc, tout ça, il va falloir le prendre en compte. Si vous utilisez un dictionnaire de mots anglais sur une cible française, ça va pas le faire. Si vous utilisez un dictionnaire italien sur un utilisateur qui est espagnol, ça va pas le faire. Donc, après, il y a des grands malades avec de très très grosses configurations, des gros PC de la mort qui utilisent en fait tous les dictionnaires du monde. Donc, toutes les langues, tous les mots dans tous les dictionnaires de tous les pays du monde et tous les langages, parce que on peut avoir plusieurs langues, plusieurs dialectes dans un pays. Donc, je vous laisse imaginer la taille de ces dictionnaires. Mais en effet, on va pouvoir demander des variations et là, vous pouvez tester des milliards, de 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 milliards de possibilités. Et il y a de fortes chances que vous trouverez le mot de passe. Par contre, ça demandera, là, avec un PC, vous pouvez rien faire. Ça va être des data centers complets qui seront utilisés pour casser ce genre de mot de passe. Et c'est exactement ce que fait la NSA. Faut pas se voiler la face ou d'autres agences de renseignement. Donc on voit, tout ça c'est aller voir, essayer de comprendre, et ça va permettre d'affiner par ce qu'on appelle granularité, notre attaque. Donc vous voyez qu'il y en a un paquet et que c'est assez dense. Donc, au début, on va faire que survoler, c'est le cas là, mais pour chaque outil que je vais vous montrer, pour chaque technique, chaque concept, à vous d'aller chercher les informations, creuser et comprendre que ça paraît simple quand on survole le sujet, et plus on rentre dedans, plus c'est complexe. Et il y a plusieurs niveaux de compréhension, en fait. Donc ça, il faut que ça soit clair. Et John, là, va faire que le survoler. J'ai pas la prétention, en quelques heures, de vous dire, ah, ça y est, vous êtes des pros de John. Non, vous allez voir que ça prend des années à maîtriser l'outil et à faire des attaques qui sont efficaces. Parce que sinon, ouais, vous faites tourner l'outil, le truc, il va vous dire, ouais, pas de problème, reviens dans 6 mois, je vais te trouver le mot de passe. Le but d'un hacker, c'est de trouver la solution en quelques jours, quelques semaines, grand maximum. Donc, en tout cas, on voit le principe. Donc, on va aller voir notre petit fichier John Conf. On va faire un petit locate et on va voir, moi, sur ma machine, où il se trouve. Donc, on voit qu'il est dans ETC John Conf et qu'il est dupliqué plusieurs fois, puisqu'il y a un module John the Reaper qui est également intégré au framework Metasploit. Donc, on va voir ces fameuses règles. Donc, il y a la première ligne, c'est quoi? C'est list.rules, .thm rules. Try with me rules. Donc là, en fait, on va définir le nom de notre règle qui va permettre de faire un appel, en fait, vers, via des arguments, en fait, vers cette règle custom. Là, on lui dit, tu vas list rules, et la rules, elle va s'appeler try with me rules. La règle try with me. Ensuite, on va utiliser du regex. Donc, qu'est-ce que le regex pour l'expliquer simplement?
ce sont tout ce qui est expression régulière. Donc ça, vous entendrez très souvent en programmation. C'est ce qu'on appelle les expressions régulières, rationnelles ou expressions normales. Donc c'est une chaîne de caractères qui décrit une syntaxe précise, un ensemble de chaînes de caractères. Donc vous vous rappelez qu'en anglais, des chaînes de caractères, caractère c'est characters et chaîne c'est string. Donc les expressions régulières sont également appelées regex. En fait, c'est un mot valise, mais c'est l'expression, c'est la concaténation de regular expression. Les expressions rationnelles sont issues des théories mathématiques des langages formels, donc qui datent de 1940. Leur capacité à décrire avec concision des ensembles réguliers explique qu'elles se trouvent dans plusieurs domaines scientifiques dans les années d'après-guerre et justifie leur adoption en informatique. Les expressions régulières sont aujourd'hui utilisées pour programmer des logiciels, comme je vous le disais, avec des fonctionnalités de lecture, de contrôle, de modification et d'analyse des textes, ainsi que de la manipulation des langues formelles que sont les langages informatiques. Ces expressions régulières ont la qualité de pouvoir être décrites par des formules ou des motifs, motifs en anglais pattern, bien plus précises que d'autres moyens. Je vous laisserai aller regarder, c'est vraiment intéressant. Si ça vous plaît, si vous voulez vous mettre au compilateur, aux interprétations, aux interprètes, pardon, au langage informatique, même savoir comment fonctionne en fait un traitement de texte, puisque tout ça est utilisé. On peut en faire des filtres, c'est utilisé par les robots, par exemple de Google, donc le langage formel et le langage rationnel. Euh, c'est vraiment intéressant, c'est la fusion entre l'étymologie, donc comment sont formés les mots, la sémantique, le sens des mots et les mathématiques. Et ensuite appliqué à l'informatique. Donc je m'arrête là, on revient à nos licornes. Je me suis égaré, mais voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça parce que c'est important. On reprend nos fameuses expressions régulières et comment on va pouvoir utiliser via des expressions régulières, en fait, des règles. Donc le premier truc, je commencerai de haut pour arriver tout en bas, naturellement. Donc, euh, déjà, list rules, on va pouvoir définir notre règle. Moi, je m'appelle Bobby, je vais mettre list.rules2.bobby. Comme ça, je sais que quand j'utiliserai une attaque sur le compte de Bobby, sur ma cible Bobby, ou si je veux utiliser ces règles que j'aurais déjà prédéfinies et que je vais les utiliser souvent, s'il y en a qui me plaisent, et c'est moi qui m'appelle Bobby, pas ma cible, eh ben je vais pouvoir m'en rappeler et les définir via des noms de règles. Vous pouvez créer plein et plein de règles précises. Mettez un nom qui soit équivoque pour vous, ça vous parle, comme ça vous pourrez facilement les retenir et les réutiliser dans John le Ripper. Donc, le list rule, c'est la fameuse nom de règle que vous utiliserez pour appeler votre règle personnalisée en tant qu'argument dans John, comme je vous le disais. Ensuite, nous utilisons une correspondance de modèle via les expressions régulières, les regex, pour définir où le mot sera modifié, encore une fois. Nous ne couvrirons que les modificateurs de base et les plus courants ici. Comme je vous ai dit, il y en a énormément, énormément, énormément. Là, on va voir vraiment les bases. Donc, si je pars de A à Z, A Z, ça prend le mot et ça l'ajoute au caractère que vous définissez. A0 prend le mot et l'ajoute au caractère que vous mettez et que vous définissez. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le C, ça met en majuscule le caractère en position. Ceux-ci peuvent être utilisés en combinaison pour définir où et quoi dans le mot vous voulez modifier précisément. Ensuite, nous devons définir quelques caractères qui doivent être ajoutés, préfixés ou inclus autrement. Nous le faisons en ajoutant des jeux de caractères entre crochets dans l'ordre dans lequel ils doivent être utilisés. Ceux-ci suivent directement les modèles de modificateurs à l'intérieur des guillemets doubles. Voici quelques exemples courants. Donc, entre crochets de 0 à 9, ça inclura les nombres de 0 à 9. 0, ça va inclure uniquement le nombre 0. A, Z, ça va inclure à la fois les majuscules et les minuscules. AZ majuscule, ça va inclure que les majuscules.
à Z minuscule entre crochets toujours, ça va inclure, eh ben, les minuscules. A, ben, ça va inclure que A. Et ça va inclure nos caractères spéciaux, qui sont définis toujours entre les crochets. Donc, vous voyez comment on peut utiliser les crochets et les doubles côtes. Et donc, on peut faire une combinaison même de crochets et de double côtes. Enfin, de double côte, de double guillemets, pardon. Donc, ça, c'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on appelle les opérateurs de base. Ensuite, quand on combine tout ça, pour créer naturellement une word list, un dictionnaire personnalisé à partir de ces règles. Donc si je reprends mon exemple qui s'appelle quoi? Polo Password 1, en partant du principe que Polo Password est déjà présent dans notre dictionnaire, on va créer une règle qui va ressembler à ceci. List roots, Polo Password, ok? Et on va faire C minuscule, A majuscule, Z. On va ouvrir nos guillemets, 09, espace, à nouveau les guillemets, et des caractères spéciaux, on ferme nos crochets, et on n'oublie pas de remettre notre double guillemet pour fermer. Donc en gros, ça veut dire quoi? Bah C, ça va capitaliser sur la première lettre. Ensuite, on va développer à la fin du mot en partant de A majuscule jusqu'à Z. On va utiliser des nombres qui peuvent varier de 0 à 9. Donc là, les possibilités, on peut créer n'importe quel nom à partir des chiffres de 0 à 9 et suivi par un symbole, par des caractères spéciaux qui seront les suivants. Donc, comment je peux faire ça? En appliquer, comment dire, en paramètres, et quelle est la commande complète qui va être utilisée. Si je veux utiliser cet exemple, eh ben, je vais demander à John d'utiliser une custom rules. Vous vais appeler la rule via la règle, pardon, via le paramètre bah, règle, donc tirer rule. C'est égal à quoi? Eh ben, à la valeur de la règle qu'on a définie. Notre règle au début, on a vu qu'on l'appelait polo password. Là, on va mettre polo password. Et tout ça, ça sera notre flag. Ça sera notre drapeau qui va permettre et faire comprendre à John que cette fois-ci, on utilise une règle personnalisée. La commande complète. John, on appelle le programme. On lui demande une word list. La word list, on l'a définie avec son chemin. On le faisait dans les autres exemples. Là, rien ne change. Par contre, là, cette fois-ci, on va lui définir notre règle personnalisée avec un deuxième chemin où se trouvera cette règle personnalisée. Donc, prenez note. Il est important de parler de pattern quand vous écrivez des règles. Et c'est pareil quand on parle de pattern qui traite des expressions régulières. Donc Jumbo Jones, c'est la version de Windows de John, vient avec une large liste de règles personnalisées qui contiennent en fait ce qu'on appelle des modifiers qui vont vous permettre de faire des modifications pour la plupart des cas. Donc, est-ce que vous voulez utiliser des chiffres, des majuscules, combiner? Donc, vous aurez ces règles custom déjà préécrites et ça va vous faire gagner un temps fou puisque vous pourrez les adapter en fonction de vos besoins et de ne pas partir à zéro. Et c'est un bon exemple quand on commence à débuter à utiliser l'outil, on n'a pas encore l'expérience, la dextérité, eh ben, on va pouvoir regarder ces règles et s'assurer que la syntaxe est bonne. Si vous vous trompez de syntaxe et malheureusement vous vous trompez au niveau de vos masques, au niveau de vos règles, non seulement ça va créer un résultat tout autre lorsque vous allez essayer de craquer le mot de passe, mais en plus ça peut induire en erreur le logiciel et il peut bugger en fait, cracher et vous dire ah ben non, il y a une erreur au niveau de tes règles. Et donc, c'est important de bien connaître, comprendre ce qu'on fait, parce que ça va influencer sur le temps de calcul, sur le fait que l'application fonctionne, crash, et le résultat. Donc voilà. Donc comment s'appellent les règles personnalisées qui nous permettent de les exploiter. Donc on appelle ça le password complexity predictability. Donc la prédictabilité de la complexité des mots de passe. La prédictibilité, pardon.
Donc, prédictibilité complexe des mots de passe. Donc, quelle règle nous permet d'ajouter toutes les lettres majuscules à la fin d'un mot? Ok, donc ça va être ça. Donc, vous voyez là, on a combiné A, Z, entre guillemets, de A à Z. Ça nous permet d'ajouter toutes les lettres en majuscules à la fin d'un mot. Donc là, c'est une règle. Et j'ai utilisé un masque. Et le masque, c'est quoi? C'est AZ, entre guillemets, entre crochets, A-Z, fermer les crochets, fermer les guillemets. Donc ça, c'est une règle custom qu'on peut utiliser. Et donc, vous voyez, il va falloir apprendre comment utiliser à la fois ce qu'on voyait là. Tout ça, en fait, c'est très utile. Les fameux crochets et les doubles cotes. Donc, pratiquez, pratiquez, pratiquez pour que ça coule de source, que vous soyez à l'aise pour pouvoir modifier comme vous le souhaitez, eh ben, les chaînes de caractères. Et donc, quel flag on utilise, pardon, bah oui, quel paramètre on utilise pour appeler une règle custom qui s'appelle THM rules. On l'a vu, on va faire un rules THM. Et en effet, c'est ce qu'on fait. Un rule plus le nom. Et là, en haut, c'était quoi? Rule. Bon, là, c'était password, mais là, c'était voilà, list rule THM. Mais avant de l'appeler, n'oubliez pas, dans votre commande, il va falloir la créer, la définir. La définir. Donc, là, on va voir un peu comment craquer des fichiers zip. Donc, je vous ai dit qu'il n'y avait pas WinZip. Mais je vous ai dit des bêtises parce que il y a naturellement les équivalents à WinRAR, qui s'appelle UNRAR. Et zip, c'est pareil, on a une fonction qui permet de dézipper en fait le fichier. Et on a zip to John, donc on va voir un petit peu. Là, grosso modo, on va récupérer quoi? On va récupérer un fichier zip qui est protégé par un mot de passe. On va essayer de le craquer. Donc, je vais le télécharger et on va voir un petit peu comment ça fonctionne, quoi. Et comment on arrive à euh, casser ça. Donc, j'ai mon fichier zip. Si je veux l'ouvrir, extraire vers mon dossier. Ouais, mot de passe. Donc, comment on fait? Bah, il va falloir le craquer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et on va voir cette partie. Donc, d'abord, dès que vous voyez un fichier zip, il va falloir le convertir avec un des outils de la suite John. Et ça s'appelle zip to John. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu mets le fichier zip et tu l'envoies vers John. Donc, pour qu'il puisse comprendre en fait le format, et il faut utiliser une syntaxe qui devrait vous parler maintenant, puisque on a fait pas mal d'exercices dessus. Donc c'est un peu comme l'outil Unshadow qu'on a vu précédemment. Et ben là c'est pareil, on va utiliser en fait zip to John, qui est là, pour convertir le fichier zip dans un format qui soit compréhensible contenant le hash. Et grâce à ça, John va pouvoir traiter le fichier et heureusement pouvoir le craquer. Donc la syntaxe c'est zip to John. Je vais mettre mes options. Donc les options, ça permet quoi? Eh ben, de faire des opérations de vérification de somme, ce qu'on appelle les checksums. Mais c'est pas tout le temps nécessaire. C'est à vous de voir en fonction des cas et ça viendra aussi en fonction du contexte. Donc le fichier zip que je veux et mon fichier de sortie. Donc le fichier zip, bah, c'est le chemin du fichier zip dont on veut récupérer quoi? On veut récupérer un hash pour pouvoir le craquer. Ça, c'est quoi? Vous savez maintenant, sous Linux, c'est la redirection.
On va lui demander d'écrire l'entrée en sortie. La sortie, c'est quoi? Bah, c'est le nom d'un fichier. Je peux l'appeler Toto, je peux l'appeler toto.txt, je peux l'appeler h.toto, je peux l'appeler toto.h. Sous Linux, vous savez que ça ne fait aucune différence. Mais par convention, mettez-lui une extension txt. Comme ça, vous êtes à l'aise et vous savez, bah, si jamais vous traitez énormément de fichiers, il vaut mieux vous mettre les extensions pour que ça vous parle et pas vous induire en erreur. Parce que quand on traite un fichier, ça va, mais ça peut, si vous traitez beaucoup de hash, eh ben, il vaut mieux savoir ce que c'est. Et si je sais que bah, j'ai mon fichier txt, je saurai que c'est la version du hash de mon fichier zip. Donc, on peut utiliser cette commande, zip to John, le nom du fichier zip, et en sortie, eh ben, le fichier texte qu'on va récupérer, que John va récupérer pour pouvoir le craquer. Donc, pour pouvoir récupérer en sortie notre fichier zip h.txt, eh ben, comme on l'a fait avec un shadow, en fait, on va lui spécifier l'endroit où il se trouve et quel est le nom du fichier. Donc on va faire John, on appelle John, on demande notre word list, on va utiliser roqueue, et qu'est-ce qu'on veut? Eh ben on va utiliser le fichier qu'on a extrait naturellement avec zip to John, qui est zip h.txt dans cet exemple. Donc on va faire la transformation et on va voir si ça fonctionne ou pas, hein. Peut-être que ça va pas fonctionner. Donc je vais venir récupérer mon fichier dans téléchargement. Là j'ai quoi? J'ai mon fichier zip qui s'appelle secure. Je vais lui dire de se déplacer gentiment vers mv, euh, mon fichier secure zip, et je veux quoi? Je veux pouvoir le déplacer dans... Voilà. Alors si vous vous demandez en fait pourquoi à chaque fois je me trompe dans mon mot de passe, parce que j'appuie sur mon clavier numérique et j'ai une touche qui est cassée en fait. Et elle marche une fois sur deux. Voilà. C'est une bonne excuse bidon que je viens de vous inventer. Non, non, sérieusement. J'ai mon clavier qui est pété. Bon, bref, passons. 36-15 ma vie. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire l'opération. Donc là, je l'ai transféré, je vais aller dans notre fichier qui nous intéresse. Je vais vérifier qu'il est bien présent. On a notre secure zip qui est en rouge. Et même il est en rouge pour nous dire, bah écoute Coco, là il y a un mot de passe. T'as pas les droits. Il va falloir trouver la solution. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais utiliser le zip to job. Qu'est-ce qu'on a dit? Eh ben, on fait ça. On veut quoi? On veut secure zip, on est d'accord? Et en sortie, bah, je peux le rappeler, secure.txt. Voilà, ça c'est fait, ls. Voilà, j'ai mon secure.txt. Si je fais un 4, voilà, j'ai bien le hash. Donc maintenant, comment je peux bah, l'attaquer? Eh ben, on va faire John. Je veux quoi? Eh ben, soit ma word list, soit mon fichier à la sortie. Donc pour vous montrer en fait, peu importe l'ordre, je vous avais dit hier qu'il fallait tout le temps mettre le fichier qu'on veut, le hash qu'on veut craquer à la fin. En fait, je me suis rendu compte que c'est pas le cas. Vous faites ce que vous voulez. Là, je vais faire ça, et maintenant je vais mettre en argument de word list. Donc ça va, c'est cool, c'est pas trop contraignant. Et mon fichier roqueue qui est à la racine. Voilà. Et il va falloir apprendre à taper. Nos passeports? Ouais, bien sûr. John, secure. Là, on veut quoi? Bah, le fichier euh, zip txt, show. Là, on n'a pas besoin de préciser l'encodage ou ni l'algorithme de chiffrement.
Pourquoi il ne le montre pas? Alors attends, je me suis planté quelque part. Ouais, je me suis planté quelque part, je suis trop bête. C'est pas le fichier zip. Le zip, on en a plus un, c'est le fichier TXT. Excusez-moi. Ok. Donc c'est Cocoliso, visiblement. Ou passe un 2 3. Ben, on va voir. Donc là, on fait quoi? Je veux Secure Text Show. Hop. Et si je vous dis pas de bêtises, passe un 2 3. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va dézipper. Comment je peux le dézipper? Eh ben, on va utiliser unzip, ls, et je vais dézipper en ligne de commande. Je vous ai montré comment on peut le faire en interface graphique, mais c'est bien d'apprendre comment faire le bazar. Et le bazar, on a dit que c'était passe 2, 3. Ok, il l'a extrait, et 4 flags. Ah, il m'a fait un... Ok, il m'a fait une arborescence CP, pardon. Ok, on a notre flag. Well done, Ashraira. Donc là, on a vu un petit peu comment on s'attaquait à du zip qui était protégé par un mot de passe. Maintenant, on va passer à son pendant. On connaît le zip et il y a également le rar. Donc là, ça va être un processus similaire, mais cette fois-ci, on va avoir l'extension RAR, rar. Fichier rar et fichier zip. Donc ça, c'est pas propre à Linux, on l'a aussi sous Windows, sous Mac, et j'en passe. Donc tout ça, c'est pour décompresser en fait des fichiers qui ont été créés par WinRAR. Donc WinRAR, quasiment tout le monde l'a sur sa machine, puisqu'aujourd'hui, on s'en sert extrêmement souvent, je veux dire. Ou sinon, vous avez 7zip qui permet de gérer à la fois les zips et les RAR. Mais moi, c'est WinRAR que je préfère et que j'ai dans mon Windows. Donc c'est pareil, comme les zips, en fait, c'est quoi? Ce sont des fichiers compressés ou une arborescence avec des fichiers qui sont compris dedans. Donc, on va faire quasiment la même chose. Quelle est la différence? Bah là, on n'utilise pas zip to John, on utilise rar to John. Je repasse pas là-dessus, c'est exactement la même chose. Sauf que, eh ben, on utilise un autre outil de la suite John. Donc là, on va utiliser, eh ben, rar to John. Je vais faire exactement la même manipulation. Je sauvegarde. Je vais dans mon téléchargement. Ouais, si tu veux bien. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah, je suis dans Zippy. Donc c'est tirer point point télécharge. Ok. ls. Ah. Il est où mon fichier rar? J'ai secure rar. Parfait. Sudo mv secure rar vers tuc tuc. Task hs. C'est des points points. Voilà. ls. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais exactement la même chose. Donc je fais quoi? Je fais rar to John. Ok. Donc ça, c'est notre utilitaire. Ensuite, je veux quoi? Eh ben, je veux le fichier rar, secure.rar. Et qu'est-ce que je veux? Eh ben, en sortie, tu vas me dire secure, secure1.txt pour pas qu'il écrase ou qu'il l'ajoute. Non, mais en plus, voilà. Je peux le mettre à la ligne, mais là, ça va l'écraser. Je peux même mettre secure text, c'est pas grave, il va l'écraser. Donc, 4 secure, ok, c'est mon nouveau. On voit bien que c'est rare, ça a écrasé ce que j'avais mis avant. Et maintenant, il faut le craquer. Qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement la même chose. John, secure.txt, ouais, ok. Et là, on va lui mettre, tu veux ma word list. Ok. Maintenant, je veux quoi? Je veux que John m'affiche secure.txt.
Et je veux quoi? Qu'il me fasse un show. Euh, on me passe Word seulement? Mais c'est trop facile. Voilà, je pense qu'ils ont pris des exemples pour que ça soit accessible, hein. Non, c'est plus compliqué d'habitude. Donc, là, qu'est-ce que je peux faire pour décompresser? Donc, vous avez dit il y a les pendants, on n'utilise pas WinRAR, ça n'existe pas parce que Win ça veut dire Windows et c'est la version comment dire de de Windows. Nous on est sous Linux, on va utiliser Unrar. Donc je reprends parce que je dis des bêtises très souvent, mais j'aime bien me corriger. Je vous ai parlé de TAR, je vous ai dit que ça permet de gérer les archives, l'archivage et la compression. On a également quoi? Eh ben, on a Zip, qui est le pendant de WinZip, et on a, j'avais oublié, Unwrap. Donc ça, c'est les équivalents, soit pour traiter bah, des fichiers GZ, extension, ça sera des fichiers .zip, et ça sera des fichiers .rar. Voilà, bon à savoir sous Linux. Donc là, je vais faire mon unrar, secure. Bah ouais, qu'est-ce que tu me fais? Ah, il y a un argument, c'est E, je crois, un truc comme ça, non? J'ai pas unrar? Ok, il est même pas installé par défaut. Tant pour moi. Ouais, c'est pour ça. Franchement, Kali, ils abusent. Il y a plein de paquets qui manquent. C'est pour ça, franchement, si ça vous saoule d'installer APT, de faire des APT toutes les 30 secondes, installez Parrot. Il est beaucoup plus étoffé. Prend plus de place aussi, hein. Pop, 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 pop. Donc ça devrait être, bon, j'espère. Un rare, je veux quoi? Bah que mon secure rare, toujours pas, -h. Ok, ça commence bien. D'accord. Ah ouais, il est cool le monsieur. Manoir. Ok, il y a quand même un manuel, putain. Et donc c'est quoi? Ah ouais, c'est E. Donc, unrar, E et secure zip. Secure rare. Donc là, il nous demande le password. On a dit password. Ok. Il a extrait le flag. ls 4 flag txt. Il est où mon flag? Ah ouais. Flag txt et rare archive. Hop là. Non, après. Donc ça, je pense que vous le savez, mais on appelle ça du lit speak. Lit 1, 3, 3, 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lit. Elite, ça veut dire quoi? Les hackers ont la grosse tête. Elite. Faites partie de l'élite, man. Donc c'est ce qu'on appelle du lead speak, en fait. Mais je pense que ça, c'est courant sur Internet, vous le savez. Ah, putain, mais il veut pas me le prendre, mon copier-coller. Ouais, merci. Mais non, on va passer à la dernière partie, c'est craquer des SSH. Donc, on arrête avec les archives qui sont compressées, le zip et le rar. Maintenant, on va passer à ce qui est très courant dans les CTF, en fait, où on vous demande de casser des clés de chiffrement SSH, en fait, notamment les private keys, le fameux fichier ID RSA, dont je vous disais, et c'est tout le temps important d'avoir bah, la clé privée, c'est ça le but. La clé publique, on s'en fout, et les clés autorisées, authorize underscore key.txt, on n'en a rien à branler aussi. Donc, à moins que vous l'ayez configuré, par défaut, si ça demande un mot de passe. Quand vous utilisez SSH, non seulement ça vous demande une clé de chiffrement, donc quand elle est préinstallée sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin de la rentrer, mais vous vous rappelez qu'on peut faire l'argument I pour choisir la clé qu'on veut utiliser.
Donc, le principe, je répète, je répète, je répète, je répète, mais j'utilise ma clé publique et je vais la déchiffrer avec la clé privée que me donne le serveur. Pardon, je vais utiliser même moi je m'embrouille. Autant pour moi. Je vais utiliser ma clé privée pour me connecter à un serveur qui va me donner sa clé publique. Et je vais pouvoir déchiffrer, assurer l'authenticité des communications. Et très souvent, ça va me donner un mot de passe. Si je me connecte avec le compte de Saltimbanque, eh ben, ça sera mon mot de passe que j'utilise tous les jours dans Linux. Ok? Ça, c'est bon à savoir. Donc on va voir comment on utilise quoi. Bah, on n'a pas inventé la poudre. Cette fois-ci, on va utiliser SSH to John, qui est un autre outil de conversion pour exactement faire ce qu'on a fait avec RAR et Zip, eh ben, c'est-à-dire convertir la clé dans un format qui est intelligible par John pour pouvoir faire quoi? À nouveau, craquer le hash. Donc, il nous faut une forme de hash. Et malheureusement, bah, une clé ID RSA, il n'y a pas le hash qui est explicité pour John. Donc, on va voir vraiment la puissance. Et ce que je vous disais, John, c'est en fait une série d'outils. On parle tout le temps de John, de Reaper. Mais bien sûr, il y a le module John qu'on utilise tout le temps. Mais après, il y a toute cette palette d'outils qui nous permet, en fonction des cas, de craquer tel ou tel truc. Donc ça, il va falloir jongler entre ces différents modules, et encore une fois, ça viendra avec l'expérience. Vous ne pourrez pas tout apprendre du jour au lendemain. Donc, on va faire notre petit SS to John, on va récupérer notre fichier, donc qui va être un fichier ID RSA. Ok. Allez, Cloudflare, Mindful Q. Ouais, en plus ça va planter. Vas-y les gars, c'est bon, télécharger un fichier quoi. Donc là en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant vu qu'on attend comme des couillons. Cloudflare, c'est un système de protection le plus évolué sur la Terre qui empêche les attaques distribuées des nids de service. DDoS. Et en fait, qu'est-ce que ça fait là? Bah, il y a trop de gens sur le VPN TryHackMe, vu qu'on est sur le réseau TryHackMe, je suis en Angleterre là, via le VPN, qui doivent télécharger le fichier. Et à mon avis, bah, Cloudflare, il dit, t'es en train d'essayer de m'attaquer là. C'est bizarre. Puisque, bah, forcément, l'adresse IP, je passe par le proxy de TryHackMe, et bah, Cloudflare a l'impression que c'est tout le temps le même utilisateur qui se connecte à la ressource. Et lui, il essaye de bloquer ça, justement. Donc des fois, ça bug. Voilà pourquoi on a cette page. Donc, bah, on passe au SSH et on va lui faire gentiment l'amour. Par contre, quelle est la différence majeure? Bah, la différence majeure, c'est que là, on utilise un script Python. Donc, c'est un langage de programmation propre, c'est le Python. Comment vous savez? Parce que le fichier se termine tout le temps par PY. Et pour appeler l'interpréteur, on va rentrer la commande Python. Mais d'abord, ouais, je suis en train de tchatcher dans le vent, il faut aller récupérer le fichier. Donc, il est où mon fichier? C'est ID, voilà. On va faire un sudo mv ID. Ok, je le veux dans quoi? Je le veux dans hop, mon fichier file first hash, task hash, pardon. Ouais, avec sudo, il paraît que ça marche mieux. Ok, je vais dans mon répertoire. J'ai mon fichier qui est là. Ouais, en effet. Donc là, je vais appeler quoi? Bah, je vais appeler l'interpréteur Python. Moi, j'utilise le Python 3, donc je lui dis Python 3. Si je fais Python 2, c'est la version 2, 2.7. Si je fais Python, c'est la version 1. Donc il y a 3 versions de Python. Moi, je vais utiliser la dernière, parce que, pourquoi pas, j'ai envie de dire. John. Là, si je fais ça, ça marche pas. Faut pas oublier l'extension. On veut quoi? On veut un fichier ID RSA et on veut quoi? Bah, on veut un fichier qui s'appelle ID RSA ou ID, même ID.txt, on va pas se prendre la tête. Ok, il nous fait... Ah oui, il faut... Pour utiliser l'interpréteur Python, il faut sudo. Can't open file.
Je l'ai pas, sérieux? Ah, bon, faut que je fasse un locate. Alors, pardon, sur SSH, il est où? Je sais plus, il doit être dans la suite. Ça doit être dans bin. Non, dans share. Donc là, comment je fais? Bah, je fais exactement la même chose, sauf que je vais définir le chemin. Et le chemin, c'est quoi? C'est user share John. Ok, donc là, il me fait une erreur. Donc, quand vous avez ce type d'erreur, vous essayez toutes les versions, en fait, pour troubleshooter, pour essayer de régler le problème. Là, je vais utiliser pas la version 3, mais peut-être Python, parce que peut-être le SSH de John a été codé avec du Python 1, et le 3, ça crée des problèmes. Ouais, j'ai voulu bien faire, et voilà. Et là, on voit que ça marche. Donc là, c'est un bon exemple. C'est bien de vouloir utiliser la dernière version, mais en fait, ce qu'il faut faire, et c'est très chiant, c'est connaître à quelle époque, si vous me permettez l'expression, le script en Python a été codé, et si c'est avec du Python 1, vous utilisez Python 1, si c'est du Python 2, vous utilisez Python 2, si c'est du Python 3, vous utilisez Python 3, puisque la version 4 va sortir dans quelques mois, et pour l'instant, on est en 3.7, 3.8, quelque chose comme ça, de mémoire. Donc maintenant, on va utiliser notre joli petit script et voir un petit peu bah, ce qu'il en est. On a notre fichier. Là, cette fois-ci, j'utilise John. On revient sur John. Je veux quoi? Mon ID.txt. Et je veux quoi? Ma word list, qui est égale à quoi? À recruit. Ah, on voit que c'est un petit peu plus long. Et qu'est-ce que je veux? Je veux bah, John. ID.txt. Et je fais un show. Voilà, Mango. Toujours après les deux points. Donc, Mang. Ça, c'est du mot de passe. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis bonne chance. Faites des exercices. Pareil, j'essaierai de vous mettre les fichiers. Comment je peux faire ça? Je vais essayer de vous uploader les fichiers bah, je vais voir si le truc est gratuit ou pas. Déjà, je vais uploader la vidéo et retourner sur la vidéo quelque temps après qu'elle soit apparue sur ma chaîne. Je pense que je mettrai à jour mon source. Je vous mettrai les fichiers pour essayer de tester chez vous si jamais le module est payant et que vous ne pouvez pas y accéder avec un compte qui n'est pas VIP. Voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous, kiffez bien. Ciao ciao.